Salut les artistes, alors aujourd'hui je vais vous faire un tour complet de l'atelier dans lequel je travaille tous les jours. Je vais vous expliquer en détail tout ce qui se trouve à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par l'étagère principale. Donc on a quoi? Donc on va commencer par le bas. Alors très important dans un atelier, une poubelle. Voilà, une poubelle qui sert pour tous les déchets. Très important, très important. Ensuite, ici, l'étagère du bas, c'est des choses qui sont un peu plus lourdes. Donc là, c'est des moules en plâtre. C'est un stockage que je fais de moules en plâtre. Voilà. Alors par ici, au fond... alors là, j'ai mes différents bacs de récupération de terre. Alors il y en a pour les différentes terres, c'est-à-dire on a le grès, on a là c'est de la faïence blanche et là de la faïence rouge. Donc ça, c'est des bacs de récupération que je recycle une fois qu'ils sont remplis et j'en refais une pâte. Donc ça, c'est des petits seaux que j'ai achetés sur Amazon, qui sont très pratiques, assez solides. Et il y a même des petits couvercles avec, mais bon, je les mets pas. Il y en a différentes tailles aussi. Alors, au fond, là-bas, j'ai des ingrédients, on va dire. On a plusieurs ingrédients en molécules. C'est de la poudre, par exemple, de silice. Là, c'est quoi ici, là? Là, non, ça, c'est de l'enduit. Enfin, j'ai des conneries, quoi. Des petits stockages de conneries. Ici, ça, c'est mon seau pour couler le plâtre acheté chez Leroy Merlin. Voilà, un petit seau. Je coule mon plâtre à l'intérieur. Enfin, je fabrique mon plâtre à l'intérieur pour créer mes moules, tout simplement. Voilà. Hop, je le range. Ensuite, on monte d'un étage. Et là, voilà, on a plusieurs étagères qui me servent tout simplement à stocker, par exemple, mes vases qui sont finis. Ensuite, également, quand je coule un vase, je les stocke sur ces étagères-là pour les faire sécher une semaine. Et ensuite, une fois qu'ils ont été finis et prêts à être cuits, je les mets par exemple ici, enfin là où j'ai de la place en gros. Par exemple là, tous ces vases-là sont prêts à être cuits. Voilà, ils ont été finis. Là-bas, c'est des petites expériences, voilà, des vases aussi qui sont cuits. Donc, très important à avoir dans un atelier de céramique, c'est l'étagère où on fait sécher et on stocke ses créations. Donc ça, c'est mon étagère. Ensuite, on va un petit peu en haut parce que voilà, c'est un petit atelier, donc il y en a un peu partout. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, ben, j'ai des bobines pour les impressions 3D, un petit stock de bobines. Là, c'est des petites cagettes pour mes moules d'impression 3D pour couler mes plâtres. J'en ai fait plein en impression 3D, il y en a pas mal. Là, c'est des planches de découpe, des cartons. C'est un peu des stocks un peu en haut. J'ai pas mal de stocks en haut. Là, c'est pour la cricut, c'est pour découper des motifs avec une machine à découper, des stickers. Et en gros, après, je m'en sers comme pochoir sur mes céramiques. Donc là, il y a un petit stock comment on appelle ça, de bobines pour cricut. Là, j'ai des boîtes vides, des boîtes avec du matériel d'impression 3D un peu, toutes mes boîtes vides de... Oh, voilà, un petit peu de rangement, quoi. Alors, maintenant, on va passer... Allez, on va commencer du haut ici et on va redescendre vers
le bas. Ok, alors en haut, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'on a commencé, on continue en haut. Alors, en haut, là, j'ai du papier. J'ai du papier et du papier vierge encore. Alors, le papier, je l'utilise surtout, c'est pour calibrer mes imprimantes 3D. Pour faire la première couche, en fait, il faut calibrer. Pour ceux qui connaissent un peu l'impression 3D, il faut faire frotter un petit bout de papier pour la première couche pour voir si c'est bien calibré. Donc, du coup, j'utilise du papier là. Là, c'est des documents. Ici, dans ce sac là-haut, j'ai différentes mousses. Voilà. Là, j'ai différentes mousses. Alors la mousse, c'est pratique quand on veut faire attention à ne pas abîmer sa céramique quand on la pose dans un sens. Par exemple, là, je vais poser... Allez, je vais vous montrer rapidement. Voilà, admettons, voilà, là, je pose ma mousse ici. Et admettons, voilà, j'ai un vase fragile. Hop, je viens poser sur ma mousse et comme ça, je peux peindre tranquillement sans que ça bouge trop et que ça abîme certaines parties qui pourraient être plus fragiles, comme des anses par exemple. Genre par exemple, ça marcherait très bien avec cela. Ok, voilà. Alors ça, c'est pour les mousses. Donc voilà, j'en ai tout un stock ici. Ça peut toujours servir en céramique parce que la céramique, c'est très fragile en général, surtout quand c'est pas cuit. Alors, on va ranger ce sac de mousse. Alors oui, pour monter là-haut, j'utilise un petit tabouret parce que je fais pas 4 mètres de haut. Voilà. Donc là, je stocke la mousse ici. Ensuite, en dessous, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des bouquins de céramique. J'ai des petites étiquettes très pratiques pour noter, par exemple, sur les seaux. Alors, est-ce que là, je l'ai noté? Ouais. Vous voyez, ici, là, je place des petites étiquettes pour noter le nombre de mes terres sur chaque seau. C'est très important de bien noter, de référencer ces terres parce que je peux vous assurer que vous allez oublier quelle terre il y a dans quel seau. Voilà. Donc, des petites étiquettes, ça sert. Petit carnet. Alors là, je me suis fait aussi des petits carnets avec les types de cuisson, les types de terre que j'ai. Là, par exemple, c'est pour l'émail. Là, la faïence. Et celui-ci, c'est pour l'engobe. Donc là, je note toutes mes petites recettes et toutes mes températures, les différentes terres, à quelle cuisson je dois les cuire. C'est écrit dans ces petits carnets. Là, il y a plein de conneries, voilà, des conneries, ça on va passer, c'est des conneries. Là, il y a des gants et des masques. Très important les masques parce qu'on respire tout le temps des trucs qui sont pas bons, donc c'est très important. Là, ici, il n'y a pas grand chose, des feutres, ça peut être toujours utile. Voilà, on a toujours un peu tout et n'importe quoi dans les ateliers de céramique. Là, c'est pareil, il y a des élastiques à l'intérieur de cette boîte. Il y a des élastiques et 2-3 conneries, des fers à souder, vraiment des conneries. Mais les élastiques, par contre, c'est pas des conneries. Ça me sert, les élastiques, c'est des grands élastiques. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est important. Dans un atelier de céramique, c'est quand même assez important. Alors voilà, tu vois, les élastiques que je te parle, tu vois, ils sont assez grands quand même, regarde, comparé au seau et à ma main, voilà. C'est des grands élastiques. Et en fait, ces élastiques, ils vont me servir à
Ah non, c'est pas pour ça, excusez-moi. C'est quand je coule mes moules en plâtre pour serrer le bois, en gros. Des planches de bois qui encadrent le moule. Ça me permet de maintenir un peu plus, un petit peu plus. Ouais. J'ai également, alors là, voilà, c'est ça, je confondais avec ça. Mais ça, c'est aussi très important quand on fait du moulage en plâtre, d'avoir des sangles comme ça qu'on serre. Et pareil, alors là, par contre, pour le coup, ça va servir à ça, en fait. J'en mets deux pour maintenir les deux ensemble, les deux parties ensemble. Et je serre avec ça. J'en mets deux à chaque fois, un ici et un là. Comme ça, quand je coule, ça serre bien le plâtre et ça ne déborde pas. Voilà. Donc ça, très très important, indispensable quand on fait du moule en plâtre, des petites sangles. Voilà. Donc là, j'en ai plein à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petites touillettes, enfin, voilà. Rien d'autre. Donc, mine de rien, cette petite boîte, elle a des trucs assez importants quand même. Petite boîte récupérée de boîte à sushi, voilà, ça peut toujours servir. Ok, alors maintenant, on va passer. Alors, là, c'est de la peinture, des rouleaux de peinture. Rien d'extraordinaire. Après, ici, on a tout ce qui est balance pour peser, acheté sur Amazon, très très bien. Pour l'instant, aucun problème avec cette petite machine qu'on peut retrouver un peu partout. Elle est vraiment bien. Coûte pas très cher. Des petits bols pour faire des petits mélanges, soit de terre pour réparer des choses, soit de plâtre pour faire des petits mélanges de plâtre pour réparer aussi du plâtre. Voilà, un petit doseur, une petite passoire. Ça aussi c'est important, un petit bol en silicone, très pratique aussi. Voilà. Ensuite, ici, alors là on a ça. C'est un espèce de pistolet à peinture airless pour peindre. En gros, c'est ça. Et en fait, voilà. Parce qu'il y a soit cette façon-là. Donc ça, on branche directement à une prise. Il n'y a pas besoin de compresseur. En fait, ça marche avec une prise. Et ensuite, on appuie sur le bouton qui est ici. Et on peut peindre avec différents diamètre de buse et ça vaut dans les, je sais pas, peut-être 40-50 balles, un truc comme ça, ou voire, je sais plus trop combien je l'ai acheté, mais c'était pas très cher. Et c'est pas c'est un entrée de gamme, on va dire, hein. C'est pas un milieu de gamme. Voilà, c'est un milieu de gamme pas très cher. Il y en a des plus professionnels. Mais alors pourquoi j'ai acheté ça au début? C'est parce que quand on fait de l'émail ou de la peinture en céramique, on peut utiliser les techniques de pistolet de peintre de carrosserie par exemple là, pour projeter l'émail, pour faire une finition assez homogène. Mais le problème avec ces pistolets à peinture air comprimé, c'est qu'il faut un compresseur ici. Voilà. Là, j'ai un compresseur qui fait 6 litres. Donc voilà, c'est pas très gros, vous voyez, par rapport au seau. Mais c'est un encombrement en plus, on va dire ça comme ça. Et ça génère un petit peu de bruit aussi. Cette machine-là génère aussi du bruit. Ça en génère pas mal. Moins que le générateur.
on va dire, c'est du plug and play, celui-là. Ça fonctionne au niveau de la buse et tout, ça fonctionne pratiquement pareil que ce pistolet-là. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Ça, par contre, c'est un pistolet assez... voilà, c'est pas... Mais bon, j'ai essayé, ça c'est ce que j'utilisais au tout début, avant d'acheter ce pistolet à peinture. Ça, je l'utilisais au tout début, ça fonctionne, mais je ne l'ai utilisé que pour l'émail. Voilà, avec ça, tu mets ton émail avec l'eau à l'intérieur de ton truc et tu projettes ça sur ta pièce. Bien sûr, en extérieur ou dans une cabine protégée. Voilà. Donc ça fonctionne. Pour ceux qui se demandent si ça peut fonctionner pour de l'émail, ça fonctionne pour de l'émail. J'ai déjà fait le test. Voilà. Donc attendez, je vous pose 5 minutes et je vais vous ranger ça. Hop. Je vais ranger ça en 2 secondes à sa place. Hop. Voilà. Voilà. Allez. Donc, du coup, ensuite, voilà, il y a le pistolet qui est ici. Je m'en sers plus trop, mais pourquoi? Peut-être un jour ça me servira encore, je ne sais pas. Là, j'ai tous mes papiers de ponçage ici. Avec ça, c'est mon stock de papier déjà utilisé. Et là, c'est du papier neuf. Voilà, ça, bon, bah, le ponçage, ça sert toujours pour poncer, faire les finitions, etc. Ensuite, ici, bon là c'est un produit nettoyant pour moto. Voilà. Là derrière il y a de l'eau lyophilisée. Attends, non, c'est quoi ça? C'est l'isopropanol. Voilà, ça c'était pour nettoyer des roulements. J'avais acheté ça. Le roulement de mes rollers. Voilà. Ici, acheté sur Amazon aussi, alors c'est des petits contenants en plastique qui sont très pratiques pour mes créations d'engobe. Voilà, tu vois, par exemple, ici, là, j'ai mis de l'engobe ici, enfin, que j'ai créé moi-même. C'est de la terre, tout simplement, voilà, pour peindre. Voilà. Alors, l'engobe, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de la peinture pour céramique. En gros, c'est de la terre colorée, en gros, voilà, pour faire simple. Ensuite, on va continuer ici, sur cette section-là. Là, j'ai des rallonges. En dessous, ici, là, c'est mon tuyau. Justement, c'est le tuyau qui se relie au pistolet de peinture, ici. Et qui se relie également au générateur, au compresseur qui est en bas. Mais je vous en parlerai après du compresseur. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de... comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom de... Bon, voilà, vous aurez compris. J'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà. J'en ai plein de différentes tailles avec de différents maillages pour filtrer mes terres en général. Soit quand je recycle mes terres avec le bac de recyclage ici là. Une fois que j'ai mis l'eau, il faut bien mélanger et ensuite on le passe plusieurs fois dans dans des tamis. Voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé le nom. Donc on passe dans le tamis pour pouvoir enlever tous les petits grains qui restent dans la terre et pour pouvoir en faire une pâte homogène. Donc là, c'est un tamis, un autre tamis encore et un troisième tamis. Voilà, de tailles différentes au niveau du maillage. Très utile en céramique. Voilà, dans un atelier de poterie, c'est très utile. Même pour l'émail, des fois, il faut tamiser pour plein de choses. Voilà. Là, ici, c'est de la vaseline avec le pinceau. C'est pour les moules en plâtre, ça sert à mettre sur les plastiques ici, pour pouvoir démouler le plâtre facilement.
Voilà. Donc de la vasine. Ensuite ici, bon bah on a tout un tas de petits produits ménagers, voilà, et d'autres produits qu'on peut retrouver un peu partout. Là ici, voilà, on a des produits pour le, c'est pourquoi tout ça? C'est pour la terre quand on fait du coulage. Quand on fait du coulage, on rajoute souvent des ingrédients pour rendre la terre plus liquide. Voilà, donc ici j'ai plusieurs produits un peu qui servent à créer mes terres de coulage. Voilà. Par exemple, en fait, ce qu'on va chercher à faire quand on a de la terre de coulage, c'est d'avoir une terre liquide mais qui ne contient pas trop d'eau. Et ça, en fait, pour réussir à faire ça, on utilise ces produits. Voilà. Ensuite, en dessous, des engobes. Donc, c'est des engobes, donc c'est de la terre, comme je vous disais, colorée, qu'on vient peindre sur notre pièce, soit cuite, soit crue. Et donc, c'est des pots de velvet, là. C'est une marque qui est très connue, qui s'utilise... attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, il n'y a pas marqué là. Bon, en tout cas, c'est une très très bonne marque. Voilà. Et il y a plein de couleurs différentes, vraiment. Et ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal. Elle est assez chère, mais on en a pour son argent. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, ces terres, je vous expliquerai après avec quoi je m'en sers, avec quel outil. Ok, donc là, on a vu les étages du haut. Maintenant, on va descendre d'un étage. Voilà, hop. Alors, attendez, je me bois un petit coup de café vite fait. C'est très important dans un atelier, le café. Allez, c'est parti. Donc, maintenant, alors là, alors ça, c'est des outils que je mets dans mes perceuses, dans ma visseuse pour mélanger mes terres. Voilà, ou mon plâtre. Voilà, j'en ai un pour le plâtre. Alors vous voyez, celui pour le plâtre, il est dégueulasse parce que c'est beaucoup plus dur à nettoyer. Et ensuite, là, j'en ai un propre pour les terres. Voilà, pour la terre qui est beaucoup plus simple à nettoyer. Voilà, donc ça, je ne mélange pas, il y en a deux. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est un truc que je viens d'acheter récemment, c'est Amazon aussi. C'est des ranges vis et ranges merde, quoi. En gros, voilà, il y a vraiment beaucoup de merde à l'intérieur. Je suis quelqu'un qui récupère vachement les vis, les boulons et tout. J'en ai toujours l'utilité. Et en fait, ça s'entassait dans un tiroir qui était ici. Voilà, là, il y a toujours des vis à l'intérieur, mais là, elles sont rangées. Mais en gros, voilà, ça s'entassait là-dedans et ça devenait très chiant. À chaque fois que j'avais besoin d'un truc, il fallait chercher partout. Donc là, maintenant, c'est bien rangé partout et c'est génial. Alors, ces petites étagères sont pas très chères, mais il y a un peu de tout et au moins, c'est bien rangé. Très sympa. Et on peut les attacher au mur. Voilà, alors là, elles sont en deux, ouais, il y en a deux. Hop. On peut les attacher au mur ou bien les poser. Là, pour l'instant, je les ai posées. Je ne leur ai pas encore trouvé une petite place. Et en gros, voilà. Alors ici, bon, bah là, c'est juste des petits bouquets de fleurs séchées pour mes compositions, pour faire des photos. Voilà. Là, celui-là, normalement, il est au sol, mais c'est du grès. C'est une terre de coulage. Voilà, c'est du grès. Alors, si j'ouvre... attendez. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, c'est un seau bien rempli quand même. Hein.
là, bien sûr, il n'est pas mélangé. Voilà. Là, j'ai de la terre, c'est du grès à l'intérieur. Et c'est la fameuse terre avec laquelle j'ai créé ces vases ici. Voilà. Donc, bien sûr, voilà, on referme. Et en fait, à chaque fois qu'on utilise cette terre, il ne faut pas oublier, bien sûr, de remélanger à chaque fois avec ça. Voilà, avec ça, une perceuse et comme ça. Voilà. Okay. Là, c'est ça, très pratique. Ensuite, là, c'est un petit cache que j'ai mis en carton. Voilà. C'est un petit cache en carton, c'est quand je peins. Ici, je fais de l'aérographe, donc quand je peins, ça m'évite d'en foutre sur le mur, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au tableau ici. Alors, le tableau, c'est un tableau... alors, je ne sais pas si vous avez vu l'installation, mais tout ça, en fait, c'est acheté chez Leroy Merlin. Et ça va avec les étagères également. Voilà, voilà, j'en ai mis un peu partout. Et du coup, Leroy Merlin vend aussi des plaques comme ça pour mettre les outils. Donc, c'est pas très cher et c'est de bonne qualité. Par contre, moi, il me fallait des trucs sur mesure pour mettre tous mes outils. Vous voyez que, par exemple, il n'y a rien qui se ressemble. Voilà, pour mettre les outils, il n'y a vraiment rien qui se ressemble. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est moi qui l'ai créé avec les impressions 3D. Alors, je vais vous montrer celui-ci, par exemple. Hop, là, je l'enlève. Voilà, vous voyez, je les ai fabriqués moi-même en impression 3D. Et je les ai adaptés pour mes différents objets à placer dessus. Par exemple ici, vous voyez, ça a été adapté pour les scotch. Là, ça a été adapté pour les fioles qui vont avec l'aérographe ici. Voilà, là, ça a été adapté pour les règles. Ici, voilà, j'ai imprimé un truc pour le tuyau de l'aérographe. Voilà, le ciseau. Là, on a les petites éponges de céramiste. Ici, des conneries. Ici, des crayons à papier avec des couteaux et des cutters. Des outils pour travailler la terre. Et ici, des pinceaux de toute taille. Ensuite, on a un peu un petit chalumeau. Un petit porte-tournevis, voilà, ok, une règle. Et donc là, on a quelque chose qui est très... Ici, on a des choses qui sont très utiles dans le quotidien, dont, alors, l'aérographe, qui est... Alors, quand vous utilisez ce genre d'outils, entretenez bien vos outils comme ça, parce que, voilà, il peut y avoir beaucoup de poussière en céramique et ça peut vite s'encrasser. Donc, il faut à chaque utilisation être rigoureux et nettoyer en profondeur ces outils pour pouvoir les utiliser correctement la prochaine fois. Donc là, c'est un petit aérographe. Hop, et je mets ça aux différentes petites fioles. Et donc, cet aérographe, je peux l'utiliser avec ces engobes. Donc, telles quelles, elles sont beaucoup trop épaisses. C'est liquide, mais beaucoup trop épais pour passer dans la buse qui se trouve à l'intérieur. Il suffit juste de rajouter, on va dire 50-50 avec de l'eau. On rajoute 50% d'engobe, 50% d'eau et on mélange bien. Et ensuite, ça passe sans problème dans cet aérographe. Donc ça, c'est un aérographe de peintre, de maquettiste, comme voilà, tout simplement. Et voilà, j'utilise des petites fioles ici pour stocker la peinture. Et c'est pareil. Alors cet aérographe,
Voilà, il s'utilise avec ce câble ici qui se branche, alors avec bien entendu un embout d'adaptation qui peut venir se brancher au compresseur ici. Voilà, il vient se brancher ici et ensuite je peux peindre. Pareil, ici on a une petite soufflette qui se branche également au compresseur via ce tuyau là. Et là, le pistolet à engobe, excusez-moi, le pistolet à émail, ça fonctionne de la même principe que l'aérographe, toujours avec une buse également et une aiguille, pareil. L'aérographe c'est pareil, il y a une aiguille à l'intérieur. Alors celui-là je l'utilise pour l'émail, voilà. Ok, donc là on a vu à peu près cet étage, en dessous on a des petites pinces, voilà, tout simplement. On va pouvoir descendre un petit peu maintenant. Alors en bas, qu'est-ce qu'on a en bas? En bas on a des seaux, plein de seaux différents, de différentes tailles, qui me servent pour stocker différents matériaux, la terre, de l'émail. En gros, c'est plus pour ça, voilà. De la terre et de l'émail. Et là, ceux-là, ils sont vides. Donc, ils sont entassés. On trouve ça sur Amazon et ils sont très, très, très bien. Voilà. Pour l'instant, je mets des lourdes charges à l'intérieur. Ils ne m'ont jamais pété à la gueule. Et en plus, on peut les empiler. Ici, c'est quoi ça? Ça doit être de la terre. Voilà. Bon, là, j'ai des préparations à l'intérieur. Il y a de la terre et de l'émail. J'ai déjà des préparations à l'intérieur, dedans. Là, c'est des plaques d'enfournement pour le four. Alors, ça fera partie d'un prochain tutoriel. En gros, je vous montrerai un peu les différents outils qu'on peut utiliser pour l'enfournement dans un four qui se trouve ici, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des plaques où on pose nos créations dans le four. Voilà. On pose nos créations là-dedans, là-dessus. Je crois que c'est en pierre, si je me souviens bien. Je sais plus, ouais, pierre. Ici, bon, bah, j'ai des sacs de terre et d'émail. En dessous, j'ai de la terre. Alors, quand on fait du coulage, en général, on a de la terre en poudre. Parce qu'on la transforme en liquide et on coule. Donc moi j'ai plus de la terre en poudre que de la terre en bloc comme ici là. Parce que là j'ai de la terre en bloc qui peut me servir de temps en temps également. Et en dessous aussi j'ai de la terre en bloc. Donc là voilà. Ici ça c'est un bac de récupération quand je coule du plâtre. Alors sachez une chose, si jamais vous lancez dans le coulage de plâtre, faites très attention. Le plâtre, c'est une horreur à nettoyer. Ça peut couler très vite partout. Genre vraiment, vous pouvez en avoir, mais vraiment, mais partout. Et vous allez galérer à tout nettoyer. Donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que mon moule déborde à cause de la pression. Parce que quand on coule un moule en plâtre, quand on fabrique un moule en plâtre, il y a beaucoup de pression avec le plâtre. Donc, il faut que le support dans lequel vous remplissez soit assez solide et résiste bien à la pression. Et il ne faut pas qu'il se décolle aussi du sol. Parce que sinon, votre plâtre, en fait, tout le plâtre se retrouvera par terre à couler à cause de la pression. Et je peux vous dire que vous allez en chier. Donc, vérifiez pas une, ni deux, ni trois, ni quatre. Mais vérifiez au moins 5 fois si votre installation, elle va tenir le coup. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc, moi, maintenant, j'utilise ce bac. Donc, en sécurité, c'est-à-dire que je coule toujours par-dessus ce bac. Comme ça, au moins, si jamais ça déborde
dedans et non pas par terre. Parce que je peux vous assurer que ça m'est arrivé de nettoyer partout derrière le mur et tout, tellement ça coule. Voilà. Donc vraiment, si vous vous lancez dans le plâtre, faites très attention à ce que je vous dis là. C'est des choses auxquelles on ne pense pas dès qu'on commence, mais je peux vous assurer que c'est l'horreur. Donc, essayez si vous n'utilisez pas de bac comme ça, de sécuriser au moins 5 fois. Et donc ça, c'est ce que je vous disais, voilà, c'est les fameuses planches dans lesquelles je coule le plâtre, qui sont découpées à la taille du moule voulu. Voilà, vous pouvez les faire soit découper. Alors, si vous n'avez pas de disqueuse ni avec réglé et tout, je vous conseille d'aller les faire découper dans des magasins de bricolage. Vous prenez les dimensions de votre moule, vous faites découper des plaques sur mesure, que ça coûte pas très cher, et au moins vous aurez les bonnes cotes. Et en fait, ces plaques, voilà, on s'en sert pour faire un cube. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, on s'en sert. Voilà. On s'en sert à peu près comme ça. Voilà, on fait un cube. On a notre objet à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez là, bref. On a notre objet à l'intérieur. Et après, on vient couler le plâtre à l'intérieur. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que si jamais le plâtre est trop fort, hop, la planche, elle va partir et tout le plâtre va couler. Et même si vous mettez beaucoup d'élastiques autour, parce qu'en général on met des élastiques autour de ces planches, et des fois aussi on peut visser les planches entre elles. Mais tout ça c'est très bien, ça sécurise, mais il ne faut pas oublier qu'avec la pression, le moule peut remonter. Voilà, le moule peut remonter avec la pression. Et donc même si vous avez mis beaucoup de vis et beaucoup d'élastique, le moule peut décoller du sol et donc laisser tout couler en dessous aussi. Voilà. Donc voilà, prenez bien en compte ces petits conseils parce que ça c'est important. Donc là j'en ai de différentes tailles pour différents moules. Ensuite ici, bon, des stockages de terre encore. Et là, des petites baguettes qui me servent pour le coulage. Tout ça, ça sert, les baguettes. Voilà, ça sert pour le coulage aussi. Des règles, voilà. Donc, et là, des terres. Ici, il y a différentes terres de coulage. Ok, voilà. Alors, on a vu ici. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas parlé? Le compresseur, ouais. Je vais vous parler un peu du compresseur. Alors, le compresseur, bah, c'est du Amazon aussi. Alors, voilà, vous avez la marque qui s'affiche. C'est un 8 bars, 6 litres, donc 59 dB, 70 billes en gros. Voilà, vous avez la cuve d'évacuation ici. Et donc 6 litres, c'est pour un petit atelier comme celui-ci, pour l'instant ça me convient. Ça chauffe assez rapidement, c'est un petit peu bruyant, mais pas trop. C'est pas comme les énormes générateurs, ça reste raisonnable. Voilà. Il faut le savoir, quand on achète un compresseur, ce n'est pas silencieux malheureusement. Mais 60 dB, ça va encore, c'est pas excessif. 8 bars, ça suffit largement. En général, on est autour des 3 bars, si je me souviens bien. Voilà, 2 bars et demi, 3 bars pour de l'engobe et de l'émail. 6 litres, ça va. Ça chauffe un petit peu. Pour un petit aérographe comme ça passe tranquillement. Pour ça, on est presque à la limite, voilà. Mais bon, l'émail, j'en fais pas tout le temps, donc du coup, ça va. Voilà. Après, vous pouvez en acheter des plus gros qui seront
qui prendront beaucoup plus d'espace. Mais en général, si vous avez de la place dans votre atelier ou chez vous, vous pouvez partir sur un plus gros. Il y aura pas, ça sera mieux. Aussi, si le bruit, ça ne vous dérange pas, ni votre voisinage. Voilà. Mais celui-là, vous pouvez le trouver sur Amazon. Pour l'instant, ça fait 2 ans que je l'utilise. Et il m'a jamais lâché. Donc, vous pouvez... voilà, il est très beau. Alors, ensuite, là, on a un truc que j'ai récupéré avec du scotch. Voilà, il y a du scotch un peu, du scotch de peintre. Le scotch, ça sert toujours pour faire des bandes de masquage pour la peinture. De la ficelle, un peu des conneries ici, microfibre. Et en dessous, des trucs, des petites poires là, comme ça. Voilà. Pas grand chose là-dedans. Allez, on va passer à l'autre côté. Alors, l'autre côté. L'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a ici, alors c'est de la récupération de bois que j'ai ici. Voilà, j'ai des planches en bois, des baguettes en bois. Ça peut toujours servir. Moi, le bois, ça me sert toujours, donc du coup, je les garde toujours ici, précieusement. Alors, ça, très important, un masque, bien se protéger et un tablier. Je dirais que le masque est beaucoup plus important que le tablier. Le tablier, on s'en fout un peu. Si jamais vous êtes habillé pour l'atelier, c'est pas très grave. Par contre, le masque, vraiment, en céramique, des fois, on respire des matières qui sont pas terribles. Et donc, vaut mieux être protégé. Ça vaut pas très cher. Et vous trouvez ça partout, Roi Merlin, voilà, encore une fois. Hop, on passe en dessous, allez. En dessous, bon, là j'ai mon stockage de moules en plâtre que je fabrique. Voilà, ça aussi c'est un problème, c'est que quand on a un petit espace, il faut trouver de l'espace de stockage. Voilà, donc là je stocke en bas. Voilà, alors, derrière j'ai des plaques pour créer mes moules, voilà, on les voit ici. Ici, une petite rallonge. Et là-dedans, alors là-dedans, ça fera partie d'un autre tutoriel aussi. Ça va avec le four qui est ici, qui s'utilise avec ces plaques ici. Voilà. On appelle ça des quilles, si je me souviens bien. Voilà. Ok. Alors, ensuite, là, bah, on passe au four. Alors, le four, la marque du four, c'est un Rode TES, je crois, c'est un 95. Si je ne me trompe pas, c'est un 95. Voilà, quand j'ai construit mon plan de travail, je me suis assuré qu'il pouvait passer en dessous de ma table. Comme ça, voilà, je peux gagner quand même de l'espace. Parce que, voilà, un four comme ça, dans une si petite pièce, je vais vous montrer, ça prend quand même pas mal de place, vous voyez. Donc quand je le mets à l'intérieur, il passe nickel chrome. Donc c'est un Rode TES 95, donc qui est en 3 parties. Donc on a la partie du dessous, voilà. On a cette partie-là et on a la partie du haut. Alors, je crois que il est extensible celui-là, puisque vous voyez, il est en plusieurs parties. Donc, on peut rajouter encore une partie en haut. C'est un 95 litres, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens plus tellement. Attendez. Bon, en tout cas, c'est de la très bonne marque qui se branche sur une prise de plaque de cuisine. Voilà, c'est une 31 ampères, 7,3 kW. Il monte à 1320 degrés. Oups, excusez-moi, voilà. 1320 degrés. Ah oui, voilà, c'est un 95. Voilà, c'est bien un 95. TE95S de chez Rode.
230 volts, voilà. Branchement triphasé. Donc il faut relier au domino sur votre prise de cuisine. Normalement vous avez un 31 ampères à 7,3 kW, voilà, dans la prise de cuisine. Voilà. Donc il est vraiment très très bien. Il chauffe très bien. Il y a... Alors, voilà. Je vais vous montrer l'intérieur un petit peu. Ok, voilà, sur vérin. Et voilà. Ok, et donc là, ici, j'ai une plaque dont je vous avais parlé, ici. Une plaque, voilà. Ici. Ok, voilà. Avec de la pierre réfractaire, des briques réfractaires. Ok, donc ça, alors si vous voulez savoir le prix, en gros, il coûte dans les 4000 euros. Voilà, c'est un investissement. Voilà, en céramique, je crois c'est ce qui coûte le plus cher. Si vous voulez commencer la céramique, le four, c'est ce qui coûte le plus cher. Hop. Alors, regardez, vous voyez, là, je l'ai rangé et vous voyez que maintenant, j'ai pratiquement tout l'espace de libre ici. Donc ça c'était important. Avant, il était ici et ça prenait vraiment beaucoup de place. Et bien sûr, ce qui est relié au four, c'est la télécommande pour régler ses cuissons. Il y en a des beaucoup plus professionnelles. Ça, c'est celle qui est vendue avec le four d'entrée voilà, par défaut. Après, on peut en choisir une autre qui permet de régler beaucoup plus. Quand on commence, celle-là est très 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 bien. Voilà. Elle permet de tout faire. Donc elle monte à 1320, donc vous pouvez cuire toutes les terres, il n'y a pas de problème avec ce four. Vous pouvez vraiment cuire toutes les terres. C'est une marque réputée. Alors je l'ai acheté, si vous voulez savoir sur quel site je l'ai acheté chez Cigale et Fourmier. Voilà, ça a été... il y a eu un petit peu de temps d'attente parce que c'était en précommande, ça a duré précommande de 3 mois. Voilà. Donc j'ai commandé le four, précommande de 3 mois. Ensuite, ça c'est le tableau, un joli tableau de perroquet. Voilà. On passe ici, là il y a la Cricut. Alors ça s'utilise avec un ordinateur. La Cricut, c'est l'outil que je vous ai dit pour découper les stickers et créer des motifs, que j'utilise des fois quand j'ai besoin de faire des motifs un peu spéciaux sur les vases. Voilà, j'utilise ça pour découper les motifs. Toujours très important, voilà, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, donc un petit extincteur. Là, donc on passe aux imprimantes 3D. Donc celle-là, c'est ma première impression 3D, c'est une Artillery X1. Voilà, c'est une Artillery X1 de première génération, deuxième génération. Écoutez, ma foi, c'est une bonne imprimante 3D, pour commencer en tout cas. Elle a ce qu'il faut. Par contre, alors, qu'est-ce que je peux lui reprocher? C'est que il va falloir changer le plateau de base. Moi, j'ai mis un plateau aimanté. Voilà, c'est plus pratique. Le plateau de base est nul à chier. En fait, il faut attendre que la température baisse pour pouvoir retirer sa pièce. Enfin, c'est une galère. Voilà, après, voilà, sur toutes les imprimantes 3D, il va falloir entretenir. Qu'est-ce qui m'a pas trop plu sur cette imprimante? C'est la vibration. Alors, vous voyez, quand ça imprime au niveau bas, ici, quand ça imprime au bas, il n'y a pas trop de vibration au niveau de l'imprimante, ici, là, parce que ça se ressent dans les pièces. Mais dès qu'on commence à aller un peu plus haut, et que la tête, cette tête ici, monte vers ici,
les vibrations se font beaucoup ressentir au niveau des bras. Et du coup, ça se ressent dans la pièce. Ça, c'est si on imprime un peu trop vite. Si on imprime très très lentement, on arrive à supprimer un peu ces vibrations. Et ils auraient pu rajouter un espèce de barre ici, là, qui vient comme ça, une barre, pour maintenir et éviter les vibrations ici. Un autre truc qui causait ces vibrations sur cette imprimante 3D, c'était le porte-bobine qui se trouve ici normalement, qui est tellement lourd, la bobine est tellement lourde sur ce bras que ça fait des vibrations également. Donc il faut l'enlever directement. Sinon ah oui, et alors je vais vous dire un autre défaut aussi, c'est que quand on ouvre la machine, comme c'est du Made in China, à l'intérieur il y a des... En fait ils ont mis de la colle partout sur les composants, c'est-à-dire que quand on veut débrancher un composant, il faut enlever la colle, enfin c'est toute une galère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, c'est une imprimante qui imprime très bien, qui imprime par contre lentement. Ne vous attendez pas à une nouvelle génération d'imprimantes parce qu'elle est toujours en vente à l'heure actuelle. C'est une imprimante qui a fait ses preuves en impression 3D, qui a été utilisée par beaucoup de gens, même en industrie. Voilà, mais il faut savoir que voilà, ça reste du bricolage à un bout d'un moment. C'est-à-dire que si vous avez une couille, il va falloir mettre les mains un peu dans la sauce pour changer la moindre petite pièce qu'il y a dessus, quoi. Mais ça s'utilise très facilement. Moi, ça a été ma toute première imprimante et ben, vous voyez, je l'ai toujours. J'ai pas non plus changé grand-chose dessus. Et bien sûr, entretenir un peu tout le bazar. Voilà, moi après j'ai fait des porte-bobines qui sont ici, voilà, j'ai mis des porte-bobines en dessous de l'étagère. Et ensuite j'ai voulu investir alors dans la FLSON V400, donc il y a eu pas mal de bons retours sur celle-là, donc je me suis lancé à l'acheter aussi, qui coûte, alors celle-là je ne vous ai pas dit le prix, mais je crois qu'elle vaut dans les 200 ou 150 € maintenant. Et celle-là, on peut la trouver entre 400 et 600 € celle-ci. Alors celle-ci, elle imprime 10 fois plus vite que la Artillery. Voilà, la FLSON V400, elle imprime 10 fois plus vite que celle-ci. Par contre, alors là j'ai un sacré coup de gueule à passer sur celle-là. Alors, c'est quoi le coup de gueule? C'est déjà la calibration du plateau qui se fait avec un capteur, pour ceux qui savent, qu'on vient coller en dessous et qui vient... En fait, c'est un capteur automatique qui vient palper chaque point pour ensuite que la première couche soit bien droite. Alors que là, ici, c'est manuel, il faut tourner des petites vis en dessous pour que le plateau se mette bien droit. Ici, ça se fait automatiquement. Le plateau ne peut pas bouger. C'est la tête qui va bouger grâce au capteur, enfin voilà, dans les calculs. Celle-ci s'utilise avec un petit écran à côté, avec clipper à l'intérieur. C'est un espèce de firmware qui va gérer toute l'imprimante en gros. Voilà. J'essaie de faire simple, hein, et alors la différence c'est que celle-là va de gauche à droite et de bas en haut. Voilà, elle va sur plusieurs axes mais bien droit, linéaire. Tandis que celle-ci, elle bouge dans tous les sens. Voilà. Voilà, grâce à des rails ici, voilà, ici, on en a un autre ici et là. Et la tête va bouger comme ça et imprimer. Et alors le problème avec ces imprimantes-là, voilà, pour ceux qui se poseraient la question et pour éviter que vous vous fassiez avoir aussi, parce que moi je me suis fait avoir. En gros, cette imprimante, elle imprime 10 fois plus vite que celle-ci. Elle imprime de très très bonne qualité, il n'y a pas de problème. Elle est très très robuste, ça c'est carrément des baguettes en carbone.
Voilà. Mais le seul problème, voilà, c'est que vous aurez compris, ce n'est pas le même système. Celle-là, c'est linéaire et celle-ci, ça va dans tous les sens. Et donc, le problème, en fait, que personne ne vous dit et que moi, je vais vous dire, c'est que celle-là, elle est très bien, en gros, pour faire des figurines. Et celles-ci, celles qui sont avec des rails linéaires, sont très bien pour faire des objets géométriques et figurines. Voilà. Celle-là, elle fait les deux. Celle-là, figurine. Oubliez les géométries. Vous pourrez en faire, il n'y a pas de problème. Vous pourrez en faire de la géométrie là-dessus. Des pièces techniques, on va dire. Mais sachez que vos cotes ne seront pas respectées. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, les calculs sont tellement complexes. Les calculs sont tellement complexes sur ce type de machine. Alors là, bien sûr, n'ayez pas peur, c'est pas vous qui allez faire le calcul, c'est la machine qui va faire les calculs. Mais les calculs sont tellement complexes en fait il va toujours y avoir 1 millimètre quelque part sur votre cote qui sera pas bonne. Voilà. Vous aurez 1 millimètre au lieu, par exemple, votre cube, au lieu d'avoir un cube, vous aurez, enfin ça se verra pratiquement pas à l'œil nu, mais vous aurez un trapèze. Voilà, tout simplement. Et malheureusement, c'est le défaut de ces imprimantes. Alors, si je dis plus de bêtises, j'ai un trou de mémoire. C'est imprimante cartésienne et imprimante, je sais plus. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. J'ai tellement mis la tête dedans que j'en suis sorti un peu là parce que voilà, ça fait beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà. Si vous tombez sur une imprimante comme ça, avec gyroïde, là, comme ça, bah, sachez que vous n'aurez jamais des cotes réellement parfaites. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, les calculs sont tellement précis qu'il faudrait, pour calibrer ce genre de machine, ça relève du génie, on va dire ça comme ça. Et des gens lambda comme vous et moi, ça devient très compliqué de calibrer ce genre de machine. Vous arriverez à la calibrer pour faire de la figurine, parce que sur une figurine, on a 1 millimètre, vous en apercevrez pas. Par contre, si vous commencez à faire des objets techniques, géométriques, comme je vous ai dit, moi, mon cube, à chaque fois que j'essayais de faire un cube, il y avait toujours une arête qui était qui partait un peu en trapèze. Voilà, tout simplement. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas non plus très pointilleux, là, on parle de 0, même pas 1 millimètre. Hein. Là, quand je vous parle de ça, on parle même pas d'1 millimètre. Mais sachez-le que vous n'obtiendrez jamais un cube parfaitement carré avec ce type de machine. Vous aurez soit 0,5 ou 0,1 millimètre voilà, de différence des fois. Alors que celle-ci, vous pouvez avoir un cube parfaitement carré avec ce type d'imprimante. Voilà. Alors celle-là, c'est une entrée de gamme, hein, voilà, mais avec ce type d'imprimante, voilà. Celle-ci, ça commence à être un milieu de gamme. Elle est beaucoup plus perfectionnée que celle-ci, avec beaucoup plus voilà, beaucoup plus de trucs. On a un plateau aimanté également. Elle imprime, comme je vous ai dit, celle-là, par exemple, je vais vous montrer. Voilà, une pièce comme ça. Voilà, alors attendez, je vais vous montrer un peu. Je remonte tout ça, voilà. Vous voyez, une pièce comme ça sur l'imprimante. Vous voyez, comparé à ma main. Voilà. Une pièce comme ça qui fait à peu près 30 cm de haut là. Avec cette imprimante, ça me prend, allez, peut-être entre 6 ouais, 6 et 8 heures par exemple. À une vitesse correcte, hein, je dis bien, parce qu'on peut toujours aller plus vite. Mais à une vitesse correcte,
ça va me prendre entre 6 et 8 heures. Alors que celle-ci, elle peut également imprimer ce type de pièce. Mais par contre, vous allez prendre 24 heures à peu près, voilà. Même plus, voire plus. Vous allez prendre, ça se trouve, plus de 24 heures. Voilà. Donc ça fait une sacrée différence de temps et pour la production. Et donc ce que je vous disais par rapport à les cotes respectées, c'est que voilà, ici, avec celle-ci, vous n'aurez pas, avec la V400, vous n'aurez jamais la même dimension ici que ici. Voilà. Là, peut-être ce sera moins épais que ici, mais de quelques millimètres. Voilà. Même pas 1 millimètre. Voilà. Mais il faut le savoir. Ok. Bon. Voilà ce qui est des imprimantes 3D. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. En dessous, on a ça c'est pour les outils, perceuses et tout. Là, des vis pour les impressions 3D avec des inserts et un fer à souder. Et là, comment on appelle ça, un espèce d'étrier là pour mesurer et le capteur pour niveler cette imprimante. Voilà. Là, on a l'écran, nettoyage, ça, c'est de la laque pour le plateau pour que ça colle. Ici, un deuxième porte-bobine, voilà. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne un peu de loin, voilà, comme ça. Tac. Ok, donc là, on a fait cette partie-là. Maintenant, on va finir avec le haut. Alors, le haut, qu'est-ce qu'on a? On a encore du bois là-haut. Ici, on a plein d'outils, perceuses, visseuses, tronçonneuses, enfin bref, la totale. Une caisse à outils avec tout ce qui est essentiel, tournevis et tout. Là, ici, ça c'est du papier blanc, de grandes feuilles de papier blanc pour mes photos, pour mon site internet. Voilà. Ça, comme ça, je me mets ici et je fais mes photos. Et là-haut, c'est le stockage de tous mes moules que je fais en impression 3D. Voilà. Et bah écoutez, je crois qu'on est pas mal. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc si jamais vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans les commentaires de cette vidéo. J'essaierai de vous répondre. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Si jamais vous êtes juste de passage, je vous annonce qu'il y aura sûrement des vases à gagner dans les prochains jours sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil également sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace!